Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à l'homme qui se cache derrière un des arts martiaux les plus pratiqués au monde, le karaté. On va plonger dans la vie de Gishin Funakoshi. Voilà la question qui va nous guider. Comment est-ce possible? Un gamin chétif sur une petite île qui rate sa vocation de médecin à cause d'une histoire de cheveux et qui finit par créer une discipline mondiale. C'est une trajectoire assez folle qui commence vraiment tout en bas de l'échelle. Alors, justement, revenons à ses débuts. L'histoire de Funakoshi, elle ne commence pas du tout avec un sentiment de force. Bien au contraire. On est à Shuri, sur l'île d'Okinawa, et tout part de la fragilité. Il faut bien se représenter la scène. Il naît prématuré, il est tout le temps malade, rien ne le destine à devenir un athlète, vraiment rien. Mais ce qui lui manque en force physique, il le compense et largement avec sa tête. Il a même triché sur son année de naissance pour pouvoir tenter le concours de médecine. Ça montre déjà une sacrée détermination, non? Et là, c'est le moment clé, le tournant de sa vie. Il réussit son concours, mais il se heurte à un mur culturel. L'école de médecine à Tokyo, c'est la modernité, et on lui demande de couper son chignon traditionnel, le shonmage. Mais pour sa famille, pas question, c'est un symbole. Il se retrouve donc coincé entre son ambition et la tradition. Et il choisit la tradition. Il abandonne son rêve de devenir médecin, et c'est cet abandon qui va, paradoxalement, ouvrir une toute autre porte. Cet échec, ou plutôt ce changement de cap, va le pousser vers quelque chose de complètement différent. Une pratique qui se faisait dans l'ombre, un art martial qui était même interdit à l'époque, l'okinawate. Imaginez un peu la scène. Chaque nuit, le jeune Funakoshi s'éclipse pour s'entraîner en secret. L'art est illégal, donc chaque séance est un risque, un acte de rébellion. Et c'est là, dans le noir, qu'il commence à se forger. Pas seulement un corps, mais surtout un mental d'acier. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point son parcours est lent et patient. Pendant des années, il mène une double vie, prof le jour et élève la nuit. Et puis, tout doucement, son art sort de la clandestinité. Il est même intégré dans les écoles. Jusqu'au jour où il fait une démonstration devant le futur empereur du Japon, Hirohito, qui est bluffé. Et c'est ça, ce moment précis qui va tout déclencher. À 53 ans, on lui confie la mission de sa vie, aller introduire le karaté au Japon. On arrive maintenant au moment où tout bascule pour de bon. Funakoshi quitte son île, son monde, pour aller présenter son art à un public qui ne l'attend pas forcément et qui est même assez méfiant. Ses débuts à Tokyo sont d'une difficulté incroyable. Il est seul. Les gens d'Okinawa étaient vus un peu comme des paysans, des provinciaux. Pour joindre les deux bouts, il devient concierge dans un dortoir d'étudiants et le soir, dans ce même dortoir, il donne ses premiers cours, gratuitement. Et puis, la rencontre qui change tout. Jigoro Kano, le fondateur du judo, une immense figure. Kano l'invite à faire une démo dans son dojo, le Kodokan. D'un coup, le karaté obtient une crédibilité, une reconnaissance qu'il n'aurait jamais eue autrement. Et à partir de là, c'est le début d'une croissance fulgurante. L'art de Funakoshi va se développer, se structurer et finalement trouver son nom définitif. Et là, on touche au génie de Funakoshi. Ce n'est pas juste un changement de nom. En passant de karaté écrit avec le caractère de Shin à karaté écrit avec celui de vide, il fait plusieurs choses. Il japonise son art, ce qui est très malin politiquement, et surtout, il lui donne une dimension philosophique énorme. La main vide, ce n'est pas juste sans armes, c'est aussi un esprit vidé de ses mauvaises intentions, de l'ego, de la peur. C'est brillant. Et après ça, l'expansion est fulgurante. On passe d'un petit cours dans un dortoir à des clubs dans les plus grandes universités du Japon. En 1930, il y a déjà des dizaines de dojos. Et en 1936, c'est l'aboutissement. La construction du Shotokan, la maison de Shoto. Shoto, c'était son nom de poète. Ce dojo devient le cœur battant de son style. Mais au moment même où son art connaît un succès fou, Funakoshi, lui, va devoir affronter des épreuves terribles, à la fois dans sa pratique et dans sa vie personnelle. Cette citation est incroyable. Elle révèle sa plus grande frustration. Il voyait que ses élèves étaient obsédés par la technique, le combat, la compétition, bref, les branches et les feuilles. Et il passait complètement à côté de l'essentiel pour lui, la philosophie, le travail sur soi, le tronc de l'arbre. Et ironiquement, un des plus grands défis à sa vision est venu de son propre fils, Yoshitaka. C'était un génie du karaté, mais il a transformé l'art de son père. Il l'a rendu plus bas, plus puissant, plus sportif. C'est lui qui a créé les mouvements qu'on associe au Shotokan aujourd'hui. Funakoshi a laissé faire, mais on sent bien que cette évolution l'éloignait de sa voix originelle. Et puis, arrive 1945, l'annus horribilis, une année qui va absolument tout raser sur son passage. D'abord, la perte matérielle, symbolique. Le Shotokan, l'œuvre de toute sa vie, le centre de son univers, est réduit en cendres par les bombardements américains. Juste après, la perte de l'avenir. Son fils, son successeur, celui qui portait le futur de son art, meurt de la tuberculose, épuisé par les privations de la guerre. Et comme si ça ne suffisait pas, la perte la plus intime.
Il avait été séparé de sa femme pendant des décennies, il se retrouve enfin après la guerre et elle meurt peu de temps après. Il se retrouve seul, ayant tout perdu. À ce moment-là, il a presque 80 ans. Il n'a plus rien. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Eh bien non. C'est là justement qu'il va donner sa plus grande, sa plus belle leçon. C'est juste remarquable. Au lieu de s'effondrer, cet homme de 79 ans se relève et il recommence à enseigner. Il prouve par l'exemple que la voie du karaté, le do, ce n'était pas juste de belles paroles. C'était un véritable principe de vie, une force de résilience. Voilà ce qu'il a voulu transmettre jusqu'au bout. Le karaté pour lui n'était qu'un outil, un prétexte. Le but véritable, c'était de s'améliorer en tant qu'être humain, de polir son cœur. Ce n'était pas une destination, mais un chemin qui dure toute la vie. Cette phrase résume absolument tout. Il ne s'agit pas d'apprendre des techniques de combat, il s'agit d'adopter une nouvelle façon de voir le monde, une attitude face à la vie, une discipline totale de l'esprit et du corps. Et pour finir, cette anecdote qui est vertigineuse. À 88 ans, après une vie entière dédiée à son art, il aurait confié qu'il commençait à peine à sentir le coup de poing. L'humilité totale du débutant. Ça nous laisse avec une question assez profonde finalement. Et si la vraie maîtrise, ce n'était pas d'arriver au sommet, mais de prendre conscience, chaque jour, de l'immensité de ce qui nous reste à apprendre.